Donc, les moulins que nous allons vous présenter ont été mis au jour donc, au sud de Fès, à une quinzaine de kilomètres au sud de Fès, dans le cadre d'une mission de collaboration entre l'Institut national des sciences, de l'archéologie et du patrimoine du Maroc, donc INSAP, représenté par M. Omar Akiraz, son directeur, et l'Institut national de recherche archéologique préventive, l'INRAP France, représenté par Mahfoud Ferroki. Cette collaboration portait sur l'étude du tracé de l'autoroute transmaghrébin Fès-Taza, donc une partie de cette grande autoroute qui ira de la Mauritanie à la Libye quand elle sera terminée. Dans une première phase qui s'est située au mois de juin 2007, une prospection a été organisée donc, conjointement par l'INSAP et l'INRAP, ciblée sur certains tracés de cette autoroute qui faisait là 120 km, qui ont mis au jour plusieurs sites archéologiques, dont un site islamique, le site de Moulay Idriss, donc situé à une quinzaine de kilomètres au sud de Fès. Dans la plaine du Saïs, au fond, vous avez la chaîne de l'Atlas moyen. Donc cette plaine relativement plate aujourd'hui, avec de très faibles ondulations, repose sur un socle calcaire et lui-même recouvert par une accumulation sédimentaire de sédiments dont la matière première sont en fait des oncolites, c'est-à-dire des petits nodules de carbonate. Donc, le site en prospection de surface se présentait donc comme quelques constructions bâties en dur, c'est-à-dire en chaux, et avec un épandage de 1000 m² environ de tessons de céramique islamique. La datation qui était donnée à l'époque pour le site et que nous garderons, c'est entre le Xe et le XIVe siècle. Donc, en 2008, une fouille d'archéologie préventive donc marocaine a été donc réalisée sur ce site. Compte tenu de la surface estimée du site en prospection, et bien qu'à côté, il y a eu un cimetière qui occupait lui-même tout seul 8000 m², un cimetière islamique, la fouille avait été prévue sur environ 6 semaines. Mais rapidement, après les premiers coups de pioche et les premiers travaux avec les ouvriers, on s'est aperçu qu'un recouvrement sédimentaire d'environ 70 à 80 cm masquait une grande partie du site. Donc, une sorte de diagnostic a posteriori a été réalisé en même temps qu'une partie du site était fouillée. Donc, une partie du site fouillée de façon intensive sur environ 5000 m², et une partie de diagnostic sur environ 2000 m² qui a permis de délimiter sous l'emprise de l'autoroute le site concerné qui l'a mené environ à 5 hectares. Cette sorte de diagnostic a permis de montrer que le site qui était en partie fouillé donc sous l'autoroute se trouvait à la confluence en fait de deux oueds fossilisés, totalement colmatés sur une hauteur moyenne entre 4 et 5 mètres de hauteur. Alors bien sûr, le même oued ou deux cours différents de l'oued qui enserraient la ville à deux moments donnés différents. La ville a une occupation, enfin ce petit site a une occupation assez longue, et donc on a pu déterminer dans la phase de diagnostic et dans la phase de fouille s'il s'agissait du même oued ou bien de deux bras différents. Ce petit diagnostic a permis donc de voir aussi que le site fouillé avait une organisation spatiale somme toute assez simple, avec donc en partie nord-ouest une couronne je ne trouve pas la flèche, voilà. Donc ici, donc vous avez une couronne constituée par une vaste zone d'ensilage. Vous avez le détail ici. Donc
des silos qui sont assez bien conservés, les plus petits ayant environ 1 mètre de diamètre, et les plus grands pouvant aller jusqu'à 2,50 m de diamètre et 2 mètres de profondeur. Ensuite, il y a toute une... Voilà. Ensuite, donc, il y a tout un espace qui est un espace bâti, dans lequel il y a des habitations, des unités domestiques, mais aussi dans cette partie-ci, un petit bâtiment public, une mosquée, donc avec un petit minaret dont la fondation était ce qui apparaissait donc en prospection, et ce minaret est le point d'aboutissement d'une canalisation en eau. Une canalisation d'eau. Le moulin que Thibaut Canillos va vous présenter donc, se situe au sud-ouest. Il est en fait assez distant de l'habitat, quelques dizaines de mètres. Et il se présentait à l'origine comme une petite éminence de travertin qui englobait un mur de pierre et qui ennoyait des tessons de céramique donc islamique. Je passe la parole à mon collègue Thibaut. Alors, donc l'attention portée autour de cette zone s'est traduite par l'ouverture de 2 tranchées. Donc là, on a la localisation de la structure sur l'empreinte de la fouille. Donc voilà à quoi pouvait ressembler le moulin après l'ouverture des 2 tranchées. Donc ces 2 tranchées qui sont localisées ici et là portent le nom de tranchées numéro 16 et 17 qui ont été réalisées à l'aide d'une pelle mécanique munie d'un godet lisse de 120 cm ainsi qu'à la place de plusieurs sondages de manière à comprendre les différents états d'occupation et d'abandon de la structure. Alors la zone a été fouillée sur une surface d'environ 300 m², le substrat n'ayant été atteint qu'à un seul endroit dans un sondage effectué à l'extrémité sud-est de la tranchée numéro 17. Donc la fouille a permis d'identifier clairement 2 états d'occupation et un état d'abandon. Donc le premier état, et le plus ancien, il a été observé à l'intérieur de la tranchée numéro 17. Il s'agit d'un collecteur appelé CO 14016 et de la canalisation CN 14015 indépendant. Donc du collecteur, une canalisation dans l'entrée et coudée prend son départ. Donc c'est une canalisation en tubes de céramique imbriquées les unes dans les autres, vernissées sur leur face interne de façon à assurer une parfaite étanchéité. Donc cette canalisation était protégée par une couverture de pierre équarrie et a été observée sur une longueur de 3,30 m, sans toutefois la cerner en totalité, les limites du sondage ne permettant pas. Donc contrairement au moulin dont nous allons parler, le collecteur et la canalisation ne possédaient aucune concrétion calcaire. Donc leur usage hydraulique étant clair, on peut seulement émettre l'hypothèse que le collecteur et la canalisation étaient régulièrement entretenus jusqu'à leur abandon. Donc le deuxième état, il s'organise autour d'un point haut concrétionné constituant en réalité un bief. Ce point haut a été dénommé bassin 14007. Donc cette structure hydraulique a pu être observée sur la totalité de l'espace fouillé, y compris dans les tranchées 16 et 17. Donc le point de départ de cette station de meunerie semble être la canalisation 14003 contenue dans le bassin 14007, qui a été observée sur 12,60 m de longueur, avec une largeur de 56 cm. Donc cette canalisation a été sondée en 2 endroits sans qu'aucun élément datant ne soit mis au jour dans les unités stratigraphiques de comblement. Donc 2 canaux d'amener d'eau ont pu être observés dans la tranchée numéro 16. Ils sont strictement parallèles. L'eau et les dévalons étaient contenus dans un probable canal en bois dont la formation de concrétion a maintenu l'empreinte. Donc perpendiculairement à ces pentes, un mur d'orientation est-ouest, dénommé MR 14010, ici, a été construit. Ce mur est constitué de moellons complètement recouverts de concrétion et a été observé sur une longueur de 5 mètres. Donc là, c'est un détail.
sur une longueur de 100 mètres. Il est large donc le mur est large de 80 cm et visible sur 50 cm d'élévation. Donc les deux arrivées d'eau débouchaient sur deux chambres d'eau distinctes constituées des murs 14028 et 14029. Donc ces murs étaient également recouverts de concrétion calcaire et aucun n'a pu être observé en totalité. Ils ont la particularité d'être aménagés de façon à pouvoir accueillir une roue hydraulique horizontale. Donc si la chambre d'eau entre le mur 14028 et le mur 14029 n'a pas livré de meule, celle entre les murs 14028 et 14030 a livré deux meules hydrauliques en basalte de 90 cm de diamètre, semblant s'être déversées au fond du bassin une fois que le plancher censé les soutenir au-dessus de la roue s'est écroulé. Donc, ensuite, la présence d'un encastrement concrétionné sur les murs 14028 semble indiquer la présence d'une possible charpente pouvant abriter les meules et la treillis. L'autre chambre d'eau fouillée en intégralité a livré à sa base un creusement pouvant être interprété comme le négatif de l'axe vertical de la roue. Donc l'US 14027 constituant son remplissage était par ailleurs très riche en clous et agrafes métalliques et renfermait également une monnaie carrée d'époque almoravide pouvant donner une datation à l'abandon de la structure. Donc d'autre part, il semblerait que tout au long de la période où ce moulin était en activité, il ait été plusieurs fois entretenu, comme laissent supposer les nombreuses stries de curage présentes sur les parois concrétionnées. Ici. Alors on fait que les deviner là en fait. Donc ces chambres d'eau ont la particularité de se terminer par un entonnoir rocheux, rétrécissant le bassin et aboutissant à la formation d'un canal de fuite pour l'évacuation de l'eau amenée par le bief. Ce canal de profil en U possède deux parois parallèles, l'une présentant un creusement de profil arrondi. Donc pour la troisième phase de l'occupation, donc c'est une phase d'abandon. Donc il semblerait que le site soit abandonné. Le comblement du bassin 14007 comportant 6 unités stratigraphiques est soit constitué de couches caractérisées par l'absence de matériel archéologique, soit par des niveaux de concrétion comportant un matériel céramique, mais extrêmement concrétionné et érodé. Ces couches semblent mettre en évidence qu'une fois abandonné, le bassin n'a pas été vidé, mais qu'il s'est obturé par une sédimentation naturelle où l'eau était encore présente. Donc dans la tranchée numéro 16, nous avons vu qu'une fois abandonné, le plancher qui devait supporter les meules a dû s'effondrer, laissant les meules dans leur position actuelle. Les unités stratigraphiques recouvrant les deux chambres d'eau sont alors venues lentement combler les structures après leur abandon. Donc en parallèle de la fouille préventive menée sur le site de Moulay Idriss, une prospection archéologique conduisant à la création d'un système d'information géographique a été réalisée. Ça va trop vite, hein? Ok, je vais aller moins vite. Donc l'objectif, c'est vrai, il faut que je me dépêche. Bon. Ok, bon, je vais faire ce que je peux, mais c'est bientôt fini. Donc l'objectif de cette démarche était de délimiter l'extension du site. Donc la méthode de prospection utilisée ici réside en l'ouverture de secteurs continus et le relevé au réel de tous les indices de nature anthropique. Donc une fois les données collectées sur le terrain, la création d'un SIG sur support photographique a permis l'élaboration de cartes présentant la répartition spatiale du mobilier. Donc la zone étudiée autour de l'emprise de la fouille possédait une superficie de 17 hectares et comprenait de nombreuses parcelles en friche et cultivées. Le sol étant plus ou moins visible en fonction de la nature du terrain, on peut remarquer qu'une grande partie des parcelles situées au nord de l'emprise de la fouille, c'est-à-dire celle-là, n'ont pu être étudiées. Donc c'est un total de 562 points géoréférencés qui ont été relevés à l'aide du GPS, localisant 923 indices de nature anthropique. Donc la localisation de ce mobilier, majoritairement constitué de tessons de céramique, de fragments de meules et de briques, ont donné des indications quant à l'extension du site. Donc si des artefacts sont bien présents tout autour de l'emprise de la fouille, leur diffusion dans l'espace n'est pas homogène. Au sud de l'emprise, on peut constater une très forte concentration de mobilier sur une distance moyenne de 120 mètres.
C'est à peu près jusqu'ici. Qui devient beaucoup plus diffuse en fonction de l'éloignement de l'emprise du site. Donc l'extension du site semble clairement circoncise avec un développement sur une superficie d'environ 6 hectares au sud de l'emprise. Donc si des limites semblent être avérées également à l'est et à l'ouest par la présence restreinte de mobilier, seuls les terrains au nord de la zone fouillée semblent encore soulever quelques questions. Alors donc, pour cette carte, veuillez m'excuser pour une faute de goût certaine. J'ai figuré de possibles installations hydrauliques comme étant des moulins à vent. C'est juste une erreur que je corrige. Donc au travers de cette carte des briques et des points concrétionnés, on s'aperçoit de plusieurs choses. En premier lieu, ces types d'éléments semblent se concentrer en quasi-totalité au sud de l'emprise de la fouille, là où la concentration de mobilier archéologique est la plus importante. Donc on ne peut que constater l'absence de briques au nord de la fouille. Au moins une zone à fort potentiel archéologique semble se dégager au sud-est de l'emprise. Ici. Le très grand nombre de briques observées lors de la prospection ne pouvant être sans équivoque. Donc de plus, c'est dans cette zone qu'ont été identifiés au moins 2 points hauts concrétionnés pouvant se rapprocher sensiblement du moulin fouillé sur le site de Moulin Idriss. L'existence de bâtis en briques ainsi que d'un réseau de moulins hydrauliques pouvant subvenir à une communauté importante semble être quelque chose dans le domaine du possible. Donc voici un des points hauts concrétionnés avec l'équipe de prospection. Donc au niveau des meules et des céramiques, la répartition spatiale des tessons de céramique est relativement homogène. On remarque toujours que la diffusion en est réduite dans la zone d'épandage identifiée au sud-ouest de la fouille. Il est indéniable que les concentrations de céramique au sud de l'emprise de la fouille sont associées à un nombre important de fragments de meules. Cette surreprésentation de meules laisse supposer un artisanat important sur ce site, et ce peut-être à plusieurs échelles. Donc pour conclure, on peut dire que le site de Moulin Idriss s'étend sur une surface beaucoup plus importante que la seule emprise fouillée. Le site alliant la zone fouillée, environ à peu près 3 hectares, associé à une zone jugée en très fort potentiel archéologique au sud de l'emprise, semblerait couvrir une superficie d'environ 9 hectares, donnant à cette occupation une ampleur inattendue. Je vous remercie de votre attention.